Je suis Samuel Ago. Je suis Samuel Ago, je suis directeur artistique et puis Brand Identity. J'évolue aussi dans le UX UI en tant que designer. Euh, Perso, j'ai commencé le design graphique parce que c'est ce que j'ai étudié de base, le design graphique depuis la classe de troisième en autodidacte, avant de me spécialiser dans une école ici en Côte d'Ivoire, qui est une école de spécialité multimédia, un peu une école on va dire généraliste. On nous apprend un peu beaucoup de choses pêle-mêle sur le métier. Donc depuis lors, j'ai touché à tout ce qu'il faut toucher, que ce soit du motion design, du design d'expérience utilisateur, de la 3D, tout ce genre de choses. Mais finalement, j'ai vu que le domaine où j'excelle, ou bien pour ne pas dire les domaines, puisqu'il y a deux, on a le brand identity et puis on a le UX UI. Et finalement, c'est sur ça que je propose mes services aujourd'hui. Actuellement, je travaille en tant que freelancer, après avoir travaillé en agence de publicité en tant que directeur artistique. Donc, c'est un peu ça pour ma petite histoire. Et comme on l'a vu aujourd'hui, bon, le thème de notre entretien, là, je peux commencer. Oui, tu peux y aller. Vas-y. Ok, Tu as la parole, tu es devenu le maître des lieux. super. Ok, donc là, comme on le sait tous, le thème de notre entretien, c'est comment développer un puissant personal branding en tant que designer. En fait, le personal branding, aujourd'hui sur Internet, on en parle beaucoup, vous savez, parce que grâce aux nouvelles technologies, je vais dire, cette manière de se mettre en valeur-là est aujourd'hui beaucoup utilisée dans le domaine. Ce n'est pas une invention qui est venue grâce à Internet ou même grâce au digital, ça existe déjà. Les gens utilisent ça depuis très longtemps pour pouvoir communiquer sur eux-mêmes. Mais grâce aujourd'hui au digital, on a la possibilité de doubler, tripler, même quadrupler cette vision des choses, mais se mettre en avant. Donc, perso, moi, je définis le personal branding comme une, c'est le fait de se considérer comme une marque et puis agir comme tel. Ok. Donc, à cet effet aussi, pour nous, les designers graphiques, quelles sont les possibilités qui nous poussent vraiment à opter pour ce système? Déjà, on va voir les possibilités, c'est que on a deux possibilités. La première possibilité, c'est l'emploi, c'est travailler en entreprise où on reçoit un salaire, mais on exerce maintenant sa mission de designer. La deuxième possibilité, c'est de travailler en tant que freelancer. Ce qui est top, parce que généralement, à travers les freelancers, à travers le freelancing aussi, on a la possibilité de toucher des clients partout dans le monde, et mettre des projets divers et de nature très différente, trouver de nouvelles personnes, discuter avec eux, comprendre un peu comment ça fonctionne, comment ils conçoivent les idées et comment nous pouvons nous aligner à leurs idées puis produire du design graphique. C'est pas forcément la même chose en entreprise, mais en tout cas, dans les deux côtés aussi, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses aussi qui sont vraiment des inconvénients. Et on a aussi un type de designer, lui, il fait l'alternance, c'est qu'il travaille en entreprise déjà, et aussi il travaille aussi en tant que freelancer. Par rapport à l'emploi, comment auparavant nous pouvons qualifier la valeur d'une personne qui travaille en entreprise, donc un designer clé par exemple, comment on peut qualifier sa valeur? C'est-à-dire que le designer graphique, il doit rentrer dans une entreprise, il vient avec son CV ou bien son portfolio qu'il va présenter à DRH ou bien l'équipe des ressources humaines ou bien le DG lui-même. Donc, quand il vient, il présente son portfolio et son CV à l'équipe. Et puis, on commence à discuter avec lui. Où j'ai étudié, non, j'ai étudié dans une école spécialisée où j'ai fait 4 ans, juste sorti en tant que designer graphique. Voilà, j'ai peut-être travaillé dans une entreprise ou bien, voilà, je viens de débuter. Et à partir de ces éléments clés qui sont là maintenant, l'examinateur ou bien la personne qui est en face de lui va essayer de lui trouver de la valeur et puis l'intégrer dans l'équipe si le profil convient ou bien juste lui dire que non, on vous remercie, on a trouvé une meilleure offre. Ça, c'est la manière dont ça fonctionne. Donc, c'est le système. C'est le système actuellement qui est en place au niveau de l'emploi. Alors qu'au freelance,
le designer graphique, cette fois-ci, il n'a pas de patron, il n'a pas de contrat avec une entreprise. Je veux dire, à temps plein, il est libre de faire ce qu'il veut. Donc, le moyen qu'il utilise, c'est souvent le bouche à oreille. Souvent aussi, il utilise Internet, mais il écrit errant parce qu'il là, il traîne sur Internet comme ça, il monte ses travaux par-ci, par-là. En tout cas, il essaye de gagner des clients et présenter sa valeur à travers ce qu'il a déjà fait, ou peut-être à travers son CV, si c'est possible. Et on a le dernier cas, on a le cas de Fiverr. Fiverr qui est une plateforme spécialisée, on va dire c'est une plateforme numérique qui réunit les acheteurs et les travailleurs indépendants. Donc, pourquoi je vais parler de Fiverr aujourd'hui? Pourquoi je vais parler de freelancing? Pourquoi je veux parler de l'emploi? Parce qu'en fait, tout ce système-là, ça crée, selon moi, un problème aujourd'hui pour le designer. Prenons le cas de Fiverr. Fiverr, en fait, c'est une plateforme où on peut s'inscrire en tant que designer et proposer ses services. C'est vrai que Fiverr a beaucoup de choses qu'elle offre pour un freelancer. C'est-à-dire que, premièrement, le freelancer va gagner beaucoup de clients. Il aura de l'argent en retour puisqu'il y a des clients. Il a plein de projets. Et aussi, il a un bon positionnement. Parce que la technique de Fiverr, c'est très simple. Tu viens, tu construis ton profil, tu montes tes travaux. Et si tu travailles avec certains clients sur Fiverr, ils vont commenter, ils vont faire leur avis. Et quand tu as reçu les avis de ces clients-là, automatiquement ton profil gonfle. Et puis Fiverr, maintenant, regarde le nombre de jours que tu as passé sur la plateforme. Et puis, bon, on peut te donner 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, en fonction des piliers qu'ils ont déjà définis. Au niveau du client, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il gagne en termes de bénéfices? Il a une panoplie de choix. Il a plusieurs designers face à lui. Et en plus de cela, il a plus de chances de retrouver ce qu'il recherche parce qu'il peut beaucoup analyser les profils, voir les créations graphiques et puis se dire dans la tête, bon, finalement, je vais bien aller avec ce monsieur-là. Je vais laisser celui-là parce que ça m'a travaillé, c'est top, mais je ne trouve pas ce que je recherche, la finition, c'est pas ceci, c'est pas cela, tout ça. Donc, je vais, finalement, je vais laisser ce gars, je vais travailler avec ce gars. Et il y a un autre élément aussi, c'est que le client aussi peut avoir une qualité de travail vraiment très poussé à bas prix. Donc, en fait, Fiverr a été créé pour cela, en fait. C'est-à-dire que quand tu analyses concrètement et tu t'assois, tu réfléchis un peu sur tout le fonctionnement, tu vois qu'en fait, c'est le rapport qualité-prix. Avoir aujourd'hui, c'est tout ce que les gens recherchent. Des gens qui travaillent avec une qualité vraiment hors norme, mais à un prix plus ou moins réduit. Et Fiverr favorise cela, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis designer graphique. J'ai fait 50 ans que designer graphique. Je viens sur Fiverr. Je suis au niveau 1. On me met au niveau 1. Il y a d'autres gars qui sont là au niveau 5. Donc, je vais galérer, prendre des projets à bas prix avec tout mon talent, prendre des projets à bas prix jusqu'au jour où j'arrive à atteindre le niveau 5. Arrivé au niveau 5, je crois que j'ai un badge vérifié qui est obtenu par l'entreprise Fiverr, donc je suis content. Je me suis dit que, OK, là, maintenant, on me reconnaît comme un professionnel. Mais le problème avec ça, c'est qu'il y a des gens qui ont le même badge que moi, qui fixent des prix très réduits, en tout cas pas normal. Donc, quelqu'un qui fait $200 et quelqu'un qui fait $300 de logo, lui qui fait à $200, il a 15 clients qu'il a travaillé. Toi qui fais à $300, tu n'as que 5 clients avec qui tu as travaillé. Donc, quand le client s'assoit, il fait juste une petite analyse logique et il se dit, bon, finalement, on te laisse toi, on prend l'autre. Et ce que ça crée, en fait, ça détruit la nature même du design. Ça détruit même l'image du métier que nous faisons face au monde entier, mais sur le marché de la finance. Et ça se voit. Moi, j'ai déjà écouté des personnes qui m'ont dit, Samuel, c'est tout ce que tu fais, tu joues avec les typos, les formes, les couleurs, tout ça. Et puis, bon, tu fais des créations graphiques, c'est top. En tout cas, nous, on aime bien, mais bon, payer ça, combien d'argent là pour un logo, mais pour une charte graphique, franchement, on ne peut pas. Je comprends, j'ai compris maintenant, on va dire, j'ai compris depuis janvier, toutes ces choses. J'ai vu que en fait, c'était parce que l'image que je redonnais derrière, mais la valeur que j'apportais sur le marché n'était pas bien perçue. C'est pour ça que j'ai décidé de raccrocher en entreprise, où là-bas, la concurrence est très rude. Et la valeur, il n'y en a même pas. Les gens ne nous considèrent pas comme des valeurs, ils nous considèrent comme des machines. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de travailler comme un influenceur qui tourne un peu sur Internet et puis qui propose plein de mails, réduit les prix, tout ça.
et décidé de me lancer comme une marque. Et c'est pour ça que j'ai fait vraiment appel au personal branding. Donc, depuis janvier, j'exerce en cela et j'ai commencé à ressentir aujourd'hui l'importance de cela dans l'évolution, même dans mon métier, même dans tout ce que je fais. Il y a un exemple très simple que je vais prendre, c'est l'exemple de une société, c'est-à-dire qu'une société qui a produit des bics. Ce sont de très beaux bics. Les deux bics sont de très beaux, mais il y a un bic qui a été utilisé par John F. Kennedy et puis il y a un autre bic qui a été utilisé par n'importe qui. Donc le jour que le président est mort, on a essayé de comptabiliser les deux stylos. On a vu que le stylo de John F. Kennedy coûte aujourd'hui 2 millions de dollars, je pense bien. Et j'ai vu que la valeur perçue de ce bic a changé très rapidement à cause de son histoire qu'ils ont mis derrière. Donc j'ai vu que si je dois avoir aussi de l'imposition sur Internet en tant que designer, il faut que derrière tout ce que je fais, il y ait une histoire que je raconte. Il ne s'agit pas de venir faire de la création graphique uniquement, il s'agit de construire quelque chose, partager ce que je sais, ce que moi je sais, pas ce que je vois sur Internet, hein, ce que moi je sais, ce que je sais faire, et c'est ce que j'ai commencé depuis le début aujourd'hui. Donc j'ai commencé à développer ma communauté en partageant uniquement ce que j'ai appris et ce que je pense de ce que j'ai appris. Et ça, c'est très, très important de mettre ce côté personnel-là dans tout ce que nous faisons. Sinon, sans ça, il n'y a pas de valeur ajoutée dans notre personal branding. Donc là, maintenant, cette étape-là, il s'agit maintenant de... On a un peu vu un peu comment le personal branding est très, très utile aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, on sera évalué en fonction de notre valeur. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs manières de s'obtenir la valeur. Les gens se donnent la valeur à travers les titres. D'autres se donnent de la valeur à travers le nombre d'années exercées, mais des projets réalisés avec de grosses sociétés. Mais tout ça, c'est inutile. Que ça dépend du contexte. Je ne dis pas inutile, inutile, c'est un peu trop fort comme le mot. Je vais dire, ça varie. En fait, ça varie en fonction de la personne en face de qui tu es. En fait, si je rencontre un client qui est en France ou bien en Italie et que je lui présente mes projets, que je m'assois que sur bon, mon diplôme, j'ai eu un master en direction artistique de telle école, ça ne suffit pas pour lui le convaincre. Si je m'assois aussi sur les projets que j'ai déjà réalisés pendant combien d'années, il va regarder, ça va dire c'est bien, tu fais du bon travail, un peu comme celui-là, un peu comme ce monsieur-là. En fait, on est tous dans cette masse de concurrence-là, donc on ne peut pas se distinguer. Mais si je lui présente le projet, mais comment je lui présente les choses, je lui présente en montrant comment moi je travaille, en montrant comment je conçois le design, l'idée qui est derrière, automatiquement la chose change en fait. Il ne veut pas juste un logo pour sa société, il veut un logo que Samuel Lago a réalisé pour sa société parce que dans la méthodologie de travail de Samuel Lago, il y a ce qu'il recherche. En fait, il y a cette finition à qui il veut. Donc, les clients qui viendront nous parler, ce ne sont pas des clients qui ont vu des avis cool sur Internet, sur Fiverr, par exemple, entre guillemets, ou bien sur juste une note de recommandation d'un patron à un autre de ses homologues. Mais ça sera juste que le client a déjà vu ce que tu fais, il a déjà vu comment tu procèdes et comment tu te vends, mais quelle histoire tu racontes pour toi, en fait. Donc, quand il comprend cette chose, automatiquement, il veut travailler avec toi juste pour ce que tu apportes au projet, pas juste pour la création graphique. Et c'est ça qui fait changer les choses. Et c'est pour ça que le personal branding est très, très important. Donc, pour le déployer aussi, j'ai vu des amis, on va là pour discuter de comment il faut le déployer. Moi, j'ai vu des amis qui ont vu ce que j'ai fait depuis janvier et ils m'ont dit, Samuel, c'est cool, nous aussi, on veut faire cela. On veut apprendre à faire travailler comme toi tu fais là sur LinkedIn où tu parles du design, c'est cool. Ce que tu fais, on aime bien. On veut que tu le fasses avec nous. Ou même tu nous apprends comment on puisse le faire pour pouvoir aussi développer notre communauté sur Internet. Il lui a dit c'est top, donc commencez à vous préparer pour vous lancer. Mais quand j'ai commencé à voir combien de fois ils se sont mis sur Internet, ils ont commencé à poster et aujourd'hui ils ont tous arrêté. J'ai compris qu'en fait, on commence très mal les choses. Et j'ai trouvé ça top vraiment de venir parler aujourd'hui dans cette conférence parce que je pense qu'il y a des choses on peut éclairer, par exemple, sur le personal branding. Donc, la première étape pour moi, pour pouvoir développer son personal branding, c'est s'analyser et découvrir sa force, en fait. Qu'est-ce que nous faisons
quelle est son utilité dans le marché, et puis qu'est-ce qui nous rend spécial par rapport aux autres, en fait. Parce qu'on on peut pas vendre quelque chose si vraiment on ne sait pas vraiment ce qu'on vaut. Et c'est ce que j'ai mis là, nul ne peut vendre quelque chose en lequel il n'a pas confiance. Donc, cet aspect-là est très, très, très important. Qui nous sommes, c'est-à-dire que comment on se perçoit, en fait, déjà nous-mêmes, en se regardant, en s'analysant correctement, avant de venir parler aux gens de ce qu'on fait. Dans la tête de beaucoup de gens, nous faisons du graphisme. Nous faisons nous jouons avec les formes, nous créons des maquettes graphiques, nous faisons ceci ou cela. Mais moi, personnellement, je ne pense pas que c'est ce que nous faisons. Moi, je pense que on trouve des solutions à des problèmes. Je place le design entre l'art et la science. C'est-à-dire que le design, c'est le point où se touche l'art et la science. Que ce que nous faisons, c'est très émotionnel, mais c'est d'autant plus important que la science, ou bien l'art, ou bien la musique, ou bien les mathématiques. On ne peut pas négliger un secteur et puis favoriser un autre. Je pense que le design, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Il faut enseigner à l'école. Il faut passer son temps à expliquer aux gens. Parce que sans ça, nous ne pouvons pas réaliser certaines choses. Donc, les grandes entreprises que nous connaissons ne pourront pas communiquer. Et quand tu commences à voir les choses comme ça, dans ta tête, déjà, quand tu commences à te faire une image de cela, automatiquement, tu prends de la valeur. Déjà. Et quand tu commences aussi à voir le rôle que tu joues aussi dans cela, dans le design, quel département que tu occupes. Par exemple, moi, comme ça, le brand identity, quand je vois ce que je fais, j'écris, je dessine des logos, je crée des identités visuelles pour des marques. Et ces marques-là, ils communiquent avec cette identité visuelle, ce qui leur permet de se démarquer des autres entreprises et puis avoir plus de visibilité. Quand je vois maintenant ce que je réalise sous ce angle-là, je commence à respecter le métier que je fais et comprendre combien de fois j'ai une place très importante dans le marché. Donc, pour moi, c'est la première étape pour penser à construire, à bien construire, à bien démarrer son personal branding. Faire cette analyse où on s'assoit, où on réfléchit à ce qu'on fait et prendre de la valeur. Pouvoir expliquer ce qu'on fait clairement aux gens. La deuxième étape, ça sera de définir ses objectifs. La raison pour laquelle on est en train de faire cela. Cela devra être clairement défini afin de mieux rester concentré sur ce qu'on recherche. Aujourd'hui, lorsqu'on décide d'accroître sa notoriété ou bien son personal branding, ou bien son image dans l'esprit de notre cible, de tout le monde sur les réseaux sociaux, il y a un élément qui nous échappe, c'est pourquoi on le fait. Personnellement, moi, j'ai commencé, avant de me lancer, ce qu'il y avait dans ma tête, c'était de mieux proposer mes services et puis conseiller mes clients. Je ne voulais pas être ce gars qui travaille, on lui dit Samuel Argo, fais-moi un logo. Je veux qu'il y ait un oiseau dans mon logo. Et puis moi, sur l'oiseau, il veut qu'il y ait un cheval. Et puis sur le cheval, il veut qu'il y ait une boîte. Donc, arrange-toi, fais une composition belle là, et puis tu m'envoies ça. Parce en tant que graphiste, quand je réfléchis, quand je commence à imaginer ce qu'il me demande, si je trouve que ce n'est pas possible de le faire, ou ce n'est pas utile, ou bien ça ne reflète pas sa société, en fait, je dois être capable de lui dire, et lui d'être assez flexible pour m'écouter. Mais sans poids sur le marché. Donc, sans valeur, tu ne peux pas influencer la vie d'un client. Mais aujourd'hui, grâce au personal branding, mais grâce à l'image que je suis en train de développer, franchement, il y a des clients qui sont en train de discuter par rapport au logo. Ils me disent, en fait, voilà vraiment le nom de ma société. Vas-y, fais un truc. Trouve un moyen, réfléchis au concept. Et puis, franchement, propose-moi quelque chose. Et à chaque fois que je propose le logo, ils se demandent pourquoi tu as fait cela, quelle était la démarche, je veux comprendre un peu comment tu es parti. J'ai compris que en fait, ma place n'est plus en train de faire seulement que de la création, mais c'est de conseiller aussi les gens sur ce qui serait utile et important pour eux. Et dès qu'on commence à se positionner comme cela, automatiquement, on commence à développer encore plus de valeur. Et cela peut se faire si déjà, de base, les objectifs sont définis. Aujourd'hui, mon objectif aujourd'hui sur du kidding, ça a changé. Au départ, c'était ça, arriver à proposer de meilleurs produits aux clients.
leur faire comprendre des choses qui sont importantes pour eux et qu'est-ce qu'ils doivent utiliser pour mieux communiquer. Mais aujourd'hui, je vois que j'ai commencé à réfléchir un peu parce que les choses ont commencé à changer pour moi. Il y a beaucoup d'éléments qui sont rentrés en compte. Donc, j'ai commencé à redéfinir encore mes objectifs par rapport à ça. Et c'est vraiment, je vois que à chaque fois, je commence à concevoir ou bien apercevoir de nouvelles opportunités que je peux exploiter dans la position où je suis. Il ne s'agira plus de Samuel Ago qui va faire seulement que des services, qui va réaliser des logos, même des chartes graphiques ou même des maquettes pour applications ou bien sites web. Mais je pourrais faire plus encore, organiser des formations, des conférences comme on le fait aujourd'hui ou bien écrire des livres. Ce sont des choses auxquelles tu ne peux pas penser juste toi, un simple employé dans une entreprise. Donc, c'est une étape vraiment très importante aussi, c'est de cette partie-là. Il faut réfléchir à ce qu'on veut faire clairement. Est-ce qu'on veut rehausser le design dans notre milieu? Est-ce qu'on veut permettre de produire, gagner plus de clients? Ça, c'est un objectif. Est-ce qu'on veut, comme je le fais là, arriver à conseiller les clients et puis proposer quelque chose qui puisse aller avec leur image, tous ces genres de choses. Une fois que c'est clairement défini, on passe à l'autre étape, c'est définir la cible. Aujourd'hui, jamais dans mes posts, jusqu'aujourd'hui, je vais parler de comment dessiner, comment créer un logo, par quelle étape. Quand je parle de créer un logo, quel logiciel je prends, quel outil je prends, outil plume. En fait, je ne le fais pas parce que c'est pas adapté à ma cible. Ma cible, ce sont les entreprises, les PME, les directeurs d'entreprise, tous ceux qui ont un business qui veut faire rouler, qui ne connaissent pas forcément comment le design fonctionne. Donc, si je dois m'adresser à eux, je dois m'adresser avec un esprit de en expliquant des choses qui sont utiles pour eux, sans rentrer dans les thèmes vraiment très professionnels. Donc là, à chaque fois que je fais des posts, j'explique comment ça fonctionne, en design, comment on appelle tel élément, mais c'est quoi le rebranding, ou bien à quel moment on peut faire un rebranding, à quel moment il faut établir une charte graphique, pourquoi on dit un logo ne fonctionne pas bien, à quel moment. Vous voyez un peu ce genre de post que je crée parce que c'est adapté à ma cible, c'est pas adapté aux designers. Pour les designers graphiques, je pense que il y aura d'autres moyens peut-être pour eux d'apprendre certains éléments. Maintenant, quant à moi qui me positionne sur ce marché-là, ma cible directe, ce sont les PME et les entreprises. Donc, à chaque fois qu'il faut construire quelque chose, un message publicitaire ou bien quelque chose pour se promouvoir, mais pour partager sa communauté, il faut penser, est-ce que c'est réellement pour ceux, ma cible, est-ce que c'est pour vraiment ceux que je veux encadrer, mais ceux avec qui je veux construire ma communauté, est-ce que c'est pour eux que je suis en train de travailler, ou bien je suis de construire ce message publicitaire, ou bien ce post, ou bien ce carrousel sur LinkedIn, ou bien cette vidéo sur YouTube. Si ce n'est pas pour eux, et ça commence à se détourner d'eux, il faut arrêter, mais il faut se remettre sur le droit chemin. Et ce qui va permettre au designer graphique qui développe son personal branding d'être cohérent dans tout ce qu'il fait. Parce qu'à chaque fois, il pourra se rappeler de pourquoi il le fait et pour qui il fait. Et à chaque fois que cet élément est dans sa tête, sans oublier son objectif, il arrive toujours à toucher ce qui touche. Il y a un truc sur lequel je veux parler, c'est le nombre de likes et puis de commentaires. Parce que quand tu commences à développer ta communauté, tu reçois peut-être un jour, tu vas te réveiller, tu as eu 1000 personnes qui ont aimé ton profil, souvent. Et puis, à un moment, tu te lèves, tu as eu 77 personnes qui ont aimé ton profil. Et c'est une raison pour laquelle d'autres arrêtent même de partager des choses à leur communauté parce qu'ils sont attachés au nombre de j'aime qu'ils rencontrent ou bien qu'ils ne gagnent pas. Alors qu'une communauté, sur 10 000 personnes qui te suivent, aujourd'hui, il y a 10 000 personnes qui me suivent, mais si je dois donner un chiffre pour dire qui sont les personnes qui me suivent réellement, même ma communauté, c'est qui? Je vais dire qu'ils sont 70, mais ils sont 100 personnes au maximum, au maximum. Et dans les 100 personnes-là, des personnes qui sont actives, je vais dire qu'ils sont 20. Et c'est avec ces personnes-là que tu dois travailler, en fait. C'est ce genre de relation avec eux que tu dois développer, pas tout ce qui se passe autour. Parce que tout ça, ce sont
Ce ne sont pas de la cible, en fait. Ce sont des personnes qui s'ajoutent parce qu'ils ont vu juste un post qu'ils ont bien aimé. Donc, ils aimeraient voir comment tu évolues. Et à chaque fois que tu commences à poster, ils comprennent que, en fait, ce qu'ils proposent là, bon, ce n'est pas un truc qui m'intéresse vraiment. Donc, ils te laissent partir. Donc, ceci est très important à prendre en compte. Il ne faut pas regarder tout ce qu'on voit, que ce soit les retours en termes de commentaires ou de likes, pour penser qu'on construit quelque chose. Il faut regarder ces gens-là qui sont toujours là, en train d'écouter ce que vous dites, qui vous font des retours clairs, pas juste des commentaires. Oui, c'est joli ce que tu fais, mais c'est top, j'aime ta manière de voir les choses. Mais des commentaires comme, ah, c'est super ce que tu fais. Moi, mais j'ai une entreprise d'un temps. Et j'aimerais que tu me donnes un conseil sur cela parce qu'en écoutant ton post sur tel élément, j'ai vu qu'il y a besoin de ceci ou de cela. En fait, ce sont ces gars-là qu'il faut vraiment bien cibler pour penser que, ah, voilà, j'ai une communauté, mais ce n'est pas beaucoup de personnes. Et c'est ce que je suis en train de construire. Et ça prend du temps de construire, en fait. Ça prend beaucoup de temps de construire. C'est vrai que les likes poussent d'autres personnes à aimer ce que nous faisons, mais ce n'est pas le but du personal branding. Le personal branding doit répondre à l'objectif qu'on s'est déjà fixé. Donc, gagner de nouveaux clients. Sinon, sans ça, tu ne peux pas savoir que tu es en train de marcher sur la bonne voie, mais tu auras un bon input après. Et le quatrième élément, dans la construction toujours du personal branding, c'est la définir une stratégie. La stratégie aussi aujourd'hui pour développer son personal branding pour être vraiment très clair. Moi, je vais aller dans les détails. Moi, j'ai utilisé LinkedIn. Parce que avant de commencer, en janvier, quand j'étais assis et que je réfléchissais, je me suis dit, en fait, si je dois commencer à parler de moi et de ce que je fais et de comment je vois les choses sur un réseau, quel réseau pourrait bien marcher pour moi? J'ai analysé, j'ai vu Facebook. Facebook, c'est top. Tout le monde est là-bas. En fait, tu as forcément tous tes parents sur Facebook, amis, connaissances, collègues, boss. Tout le monde traîne sur ce réseau. C'est top. Par contre, c'est un réseau pour moi qui n'est pas vraiment utile pour ce que je veux faire. Parce que je trouve que ceux que je recherche ne sont pas forcément là. Ils sont là-bas, mais ils ne sont pas forcément là pour écouter ce genre de choses. Et puis, c'est un peu pris comme un réseau où on peut se détendre. Donc, c'est top, mais ce n'est pas adapté à mon image. Après, j'ai analysé aussi Instagram. Instagram, c'est un réseau qui marche essentiellement sur deux choses, vidéo et puis image. Donc, si tu mets de la vidéo sur Instagram, des vidéos courtes, hein. Aujourd'hui, ils ont déployé Instagram TV, c'est top, mais bon, comme moi je suis sur Instagram, j'ai des vidéos courtes la majorité du temps. Ou bien des images, de très très belles images. C'est top. Si je fais ça, je pense que je vais gagner en communauté ou bien je vais arriver à déployer mon personal branding. Mais j'ai vu aussi que les formats le plus adaptés sur Instagram, ce n'est pas forcément des affiches publicitaires ou bien des logos. C'est vrai que les gens le font plein, mais je vois que le format qu'ils utilisent, c'est souvent des photographies poussées, la manipulation, et même quand ils mettent des logos, la manière dont les gens interagissent, quand je regarde ceux qui interagissent au logo que les gens sont en train de déposer sur Instagram ou bien des affiches ou bien, je ne sais pas quoi, des slides, même des carousels, je vois qu'ils sont des designers. Ce sont des collègues la plupart du temps. Donc, j'ai analysé, j'ai vu que oui, c'est top, mais ceux que je recherche, ce n'est pas eux que je retrouve là-bas. Moi, je recherche des entreprises, je recherche des directeurs d'entreprise, je recherche des PME, je recherche une dame qui veut vendre, je ne sais pas, des gâteaux, n'importe qui fait du business, en fait. Et sur Instagram, je ne suis pas sûr de le trouver. C'est personnel, hein. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, après avoir réfléchi, j'ai trouvé que le seul réseau qui marche pour moi, qui sera le plus utile, c'est LinkedIn. Tout le monde est là-bas, tout le monde est pro là-bas, tout le monde fonctionne comme ça. Donc, si je vais là-bas, je propose mes services, quoi de plus normal? Et c'est pour ça que j'ai priorisé LinkedIn et j'ai commencé à développer des techniques pour pouvoir maintenant gagner en communauté. Il y a une erreur que les gens font quand ils commencent à se lancer, quand ils font des posts LinkedIn, comme ils commencent à déployer leur personal branding, quand ils commencent à communiquer, comme ils commencent à parler c'est de parler de leurs produits et services. C'est vrai que tu fais des logos. C'est vrai que tu fais des chartes graphiques de temps en temps. C'est top ce que tu fais même de telles belles créations, mais ce n'est pas forcément de ça que les gens ont besoin. Donc,
parler de ces projets-là, parler de ce que tu fais, présenter à chaque fois tes produits et services, c'est un moyen pour faire fuir les gens. Ils vont disparaître. Ils vont se dire, ouais, c'est top, mais en fait, je gagne quoi à, à travailler avec toi? Je sais pas, mais je trouve pas utile. Tu fais des affiches, c'est top, mais ça ne, ça m'intéresse pas en fait. Moi, je veux communiquer. Du coup, ils disparaissent ou bien ils laissent ton contenu vide. Et il y a beaucoup de gens qui ont arrêté ça parce qu'ils n'arrivent pas à attraper deux, trois clients sur LinkedIn. C'est difficile. Non, les gens ne sont pas très encourageants. Il n'y a pas beaucoup de likes. Les gens n'envoient pas de messages. Les clients sont difficiles à trouver. En fait, c'est parce qu'on est concentré la plupart du temps sur le produit que nous faisons. Moi, depuis que je suis sur LinkedIn jusqu'à aujourd'hui, jamais parlé de ce que je fais. J'ai jamais dit que je fais des logos, il me fait des chartes graphiques. En fait. Ils savent ça seuls. Et c'est bizarre parce qu'après, ils nous ont commencé à m'envoyer des messages. Samuel, là, j'ai vu ton dernier post, c'est top. Est-ce que tu fais des logos? Je lui ai dit oui, c'est de mes compétences. Et on commence à travailler. Est-ce que tu fais des chartes graphiques? Est-ce que je fais des maquettes publicitaires, des maquettes pour les sites web, même pour les applications? En fait, c'est ça, c'est le marketing inbound. À travers ce que tu fais, à travers les valeurs que tu partages à ta communauté, derrière, ils se disent, ah, mais top, mais à ce qu'il fait, c'est super. Et si je travaille lui, peut-être que j'aurai cette même proximité-là, mais ce que je recherche dans ce qu'il dit. Et si c'est retour dans ce que tu postes, ils viendront vers toi. Dans le cas contraire, si ils ne retrouvent pas dans ce que tu postes, ils vont disparaître. Ils vont t'éviter. Et pour moi, je pense que c'est ce qui est super, en fait. Que les gens t'évitent. Parce que s'ils devraient venir vers toi sans savoir clairement ce que tu fais, ça c'est une perte de temps, en fait. C'est une perte de temps. Aujourd'hui, quand il y a des gens qui m'écrivent, ils m'envoient des messages, c'est parce qu'ils sont déjà clairs, hein, ils ont réfléchi pendant des mois. À chaque message que je reçois le matin, c'est ouais, je te suis depuis février, c'est top ce que tu fais, j'aime ta manière de décliner, j'aime ta charte graphique, j'aime ce que tu fais, mais donc je voulais faire un logo. Et quand je demande depuis combien de temps tu es abonné à ce que je fais, il m'a dit 6 mois, ou bien 3 mois, ou bien juste 2 semaines. Ils prennent le temps d'analyser ce que tu fais, de regarder tout le contour et de voir s'ils vont travailler avec toi ou pas. Et quand ils ne sont pas satisfaits, sans te le dire, ils disparaissent. Et je pense que ça affaiblit cet esprit de concurrence qui nous met dans un état, à chaque fois on est oppressé, on est stressé à ce que les autres pensent, à savoir, lui qui a côté de moi, il fait ses logos à combien, pourquoi, pourquoi il fait ses logos à 10 000 francs, il faut que je fasse le logo aussi à peut-être à 20 000, mais en même temps, il doit payer mon loyer, mais en fait moi, j'apporte plus de valeur que lui. Est-ce que vraiment, en fait, toutes ces choses stressantes et inutiles, on les évite quand on commence à se développer parce que on comprend que le client viendra vers toi lorsqu'il jugera bon de travailler avec toi. Il y a une discussion aujourd'hui qui trottine dans la tête de tout le monde et de tous les designers, c'est la question du prix. Pourquoi telle personne fait un logo à 1000 francs? Pourquoi une autre personne fait un logo à 100 000 francs en fait? Et moi, j'ai dit que c'est normal c'est normal qu'une personne fasse un logo à 1000 francs. Avec son niveau là, ou bien sa qualité de vie, ou bien ce qu'il vit, ses réalités. Tu peux pas faire un logo à 100 000 francs. Et c'est super qu'il y ait des logos à 1000 francs pour pouvoir apprécier les logos de 100 000 francs, ou bien les logos de 1 million, ou bien les logos de 10 millions, en fait. Et grâce au personal branding, à chaque fois, je veux dire, les clients ont la possibilité de visiter n'importe quel type de personne, n'importe quel designer et rencontrer de nouveaux caractères, mais de nouvelles manières d'appréhender les choses. Donc, le client peut s'asseoir et se réfléchir, pouvoir, en fait, mon idée ou même mon idéologie va vers qui? Et vers cette personne, il va et il propose, il demande à cette personne de proposer ses services. Et la personne travaille avec lui. Et à travers cela, on peut écraser toutes sortes de concurrences, toutes sortes de, de pics qu'on s'envoie, toutes sortes de stress, de gains de nouveaux clients. Et vraiment, toutes ces choses qui nous rabaissent, mais qui nous empêchent même d'avancer dans ce que nous faisons. Et donc, si on arrive à cette étape, après tous ces 4 étapes passées, on arrive à la dernière étape, qui est analyser les retours. Pour analyser les retours, c'est simple. C'est la partie la plus facile pour voir si tu réussis ou tu ne réussis pas. Comme je l'ai dit au départ, les likes ne pourront jamais remplacer
ne sont pas des indicateurs fiables. Je veux dire, ils ne sont pas des indicateurs fiables de réussite ou bien d'échec en tant que personal branding. La seule chose qui peut te permettre de savoir si tu as réussi ou bien tu as échoué sur ton personal branding, ce sont tes objectifs. Si tu as fixé, comme j'ai dit, gagner de nouveaux clients et vendre de meilleures offres, au niveau de l'analyse de tes retours, tu réfléchis, est-ce que je gagne de nouveaux clients après toutes ces gymnastiques que je fais? Si oui, ça se passe bien. Tu gagnes combien de clients? Je gagne peut-être 5 clients par mois. Moi, c'est top. Le mois passé, tu as gagné combien? J'ai gagné 2. Donc, tu évolues. Sur ce mois, tu gagnes que 3, alors que le mois passé, tu as gagné 7. Donc, tu as diminué. Pourquoi tu as diminué? Peut-être que postes n'étaient plus de qualité. Ça te pousse à revenir sur tes postes pour voir ce que tu publies aux gens. Ok, peut-être que ce que je dis n'est pas très impactant. Est-ce que j'utilise le storytelling? Bon, je dois réaffiner ma manière de discuter, même ma manière de faire mes posts. Je dois retravailler mes thèmes. Je dois retravailler ma ligne graphique, tous ces genres de choses. Et à travers ça, on peut savoir si quelque chose marche ou ne marche pas correctement. Au départ, je me rappelle lorsque j'ai commencé, j'utilisais du noir et du jaune comme couleur pour représenter mon identité visuelle. Donc au départ, je faisais ça du noir et du jaune. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était une grosse erreur parce que presque tout le monde utilisait du noir et du jaune. Ah, je me suis dit, mais si tout le monde utilise du noir et du jaune, on ne sait plus qui est qui. Donc j'ai réfléchi et j'ai décidé de retravailler mes palettes. Donc j'utilisais du bleu nuit actuellement et puis du jaune, mais j'ai renforcé la composition avec du dégradé. Donc j'ai un dégradé de rouge à l'orange. Donc dans toute la composition, le dégradé est là avec un jeu d'opacité un peu réduit. En tout cas, j'ai créé une sorte de charte graphique que je respecte sur tous mes supports. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour être très reconnaissable. Chaque fois qu'on voit mon poste, sans voir mon nom, on doit se dire que c'est Samuel Lago. Et jusqu'aujourd'hui, ma photo est restée la même sans changer parce que je voulais créer ça dans la tête des gens. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas trop mon logo, ils connaissent plutôt mon image. Et c'est quelque chose qui était voulu. Parce que je voulais apprendre à garder ça qu'ils gardent ça en tête pour qu'on se rapproche très vite de cet aspect de personne. Qu'on ne se dise pas que c'est une entreprise qui est derrière. Parce que le problème aussi avec ça, c'est que les gens sont plus rattachés à la personne qu'à une entreprise. Donc, aujourd'hui, le personal branding est très, très important parce que si toi, tu te considères comme une entreprise où tu es, les gens vont aimer discuter avec toi, parler avec toi. Ils ne vont pas sentir que tu les obliges à acheter un produit. Ils voient une personne face à eux et ils discutent avec la personne. Alors que lorsque tu crées une entreprise, tu crées une page business et puis tu viens, tu te présentes comme une grosse entreprise, les gens sont sceptiques en fait. Est-ce que ce qu'ils proposent vraiment c'est top? Automatiquement, ça crée une sorte d'idée dans la tête. Les gens ne sont pas trop. En fait, il faut faire vraiment beaucoup de gymnastique pour qu'ils puissent accepter la marque. Alors qu'avec le personal branding, ça se fait très rapidement. Tu commences à poster, les gens t'encouragent. Ah ouais, il fait des bons trucs. Hein. Il y a des spéciaux dans ce qu'il fait. J'aime sa manière de voir les choses. Automatiquement, les gens se rapprochent de toi et s'identifient à toi. Quand on dit création graphique, là, ça met la go comme création graphique. On peut dire Hans en Google, c'est un nouveau qui travaille très très bien aussi. Quand on dit création graphique, on peut dire Nathanaël, on peut dire Ralph, tout ça. Franchement, je suis en train de là dire que, en analysant les retours, on peut facilement comprendre ce qui ne marche pas chez nous et puis faire un brainstorming pour apporter mieux. Donc, en conclusion aussi de tout ça, c'est que la création d'un personal branding va reposer sur beaucoup de faits et beaucoup d'aspects techniques. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque vous décidez de vous lancer sur ce domaine-là, vous allez gagner en deux niveaux. Vous allez gagner si vous êtes un employé, parce que vous serez reconnu partout, même dans votre entreprise. Ils vont commencer à apprendre ce que vous faites et ça va les conforter dans les choix qu'ils ont fait face à vous. Et même avec vos clients, les clients vont voir toutes les positions que vous faites et comment une fois vous êtes suivi, ça va leur permettre de mieux faire leur sélection quand ils viennent vers vous. Et vous ne pourrez pas jouer le rôle simplement de graphiste qui travaille jour et nuit sur le projet et puis qui reçoit des débriefs inutiles. Mais vous allez travailler comme quelqu'un qui conseille et aussi qui travaille et qui arrive à s'exprimer. Parce que le but de tout ça, c'est de vivre de sa passion, pas survivre. Vivre au juste titre de sa passion sans être inquiété de ce qui va se passer demain. Et au-delà de ça, il y a d'autres sortes de bénéfices qu'on peut gagner
en utilisant ce système. Aujourd'hui, je suis un peu content de ce que je fais et je pense qu'il y a mieux à faire encore. Et quand je vois que des gens commencent à se lancer grâce à cela, je suis très, très content parce que on ne peut pas se concurrencer. Ça, c'est mon, je vais dire, c'est ce que je pense au fond de moi. C'est que sur LinkedIn, on est combien de personnes à utiliser ce réseau? On croit qu'on est 27 millions, et tout comme ça. 27 millions de personnes. 10 000 designers, mais 100 000 designers, ou bien 1 million de designers ne peuvent pas se concurrencer. La concurrence sera inutile à ce niveau-là. On pourra exercer dans le domaine que nous aimons, en parlant même de logos et de logos, ou bien parlant de charte graphique et de 3D, en parlant même de design graphique et puis de design industriel, sans se heurter. Et toujours en montrant ce qu'on ressent au profond de nous face au métier que nous exerçons. Et aujourd'hui, c'est la démarche que j'aborde. Je ne parle pas de logo là, pour parler de logo, je parle de comment je vois le logo. Et, et généralement, il y a des petites causeries avec des confrères qui me disent ah, mais ce que tu vois là, franchement, je ne suis pas trop d'accord, je ne suis pas trop sûr. Je pense qu'un logo, c'est plutôt ceci ou cela. Je dis ok, si tu penses comme ça, c'est top, mais moi, je pense que c'est comme ça. Et c'est ça qui est super en fait. Avoir l'idée critique, pas recopier des trucs sur Internet et puis venir balancer, ou poser des trucs, des podcasts des autres personnes et dire que c'est ça qui est la vérité absolue. On pourra exprimer ce qu'on pense tout simplement et en toute liberté. Et être sûr que cela puisse impacter beaucoup de gens. On sera sûr que demain, si telle personne me suit, c'est parce qu'il aime ma vision. Et s'il aime ta vision, tu n'as pas à te forcer pour travailler pour lui. Parce que tu vas travailler en présentant ce que tu aimes faire, en présentant ta manière de voir la chose, en te présentant combien de fois tu travailles sur les finitions. Toi, tu es plutôt sur ce côté qui n'aime pas trop qu'on travaille dans ce style. Et quand il voit plus de ce style, commence à aimer ton style. Ah, ton style me plaît bien. En fait, c'est ce que j'aime, c'est ce que je recherche. Je veux que tu fasses ça pour moi. Donc, à partir de là, tu commences à développer tout ce que tu dois développer. Donc, franchement, aujourd'hui, c'est de ça que je voulais parler au niveau du personal branding. Je veux dire que c'est cet aspect humanisant qu'il faut rechercher dans son lancement. Et il ne faut pas trop penser. Parce qu'au départ, comme je lançais, je n'avais pas vraiment beaucoup de choses dans la tête. Je voulais juste parler de ce que j'aime faire en toute liberté et aussi gagner des personnes qui adhèrent à mon esprit. Et puis aussi, si cela marche bien, gagner des clients grâce à ça. Et je pense que c'est la chose que nous devons tous viser ou bien nous devons obtenir à partir du moment où nous sommes au 21e siècle. Donc, c'était cela que je voulais m'exprimer aujourd'hui. Ok, génial. Donc là, je pense qu'on va aborder la phase des questions. Et donc, il y a Ayouba Saïb qui a une question. Il aimerait bien savoir quel est selon toi le moyen le plus efficace pour un graphiste actif de se mettre à niveau lorsqu'il s'est rendu compte de ses forces et de ses faiblesses. Voilà. Se mettre à niveau, c'est-à-dire quoi? Se lancer? Bon, il veut savoir comment est-ce que je fais pour rattraper sur mes faiblesses, enfin, comment est-ce que je fais pour rattraper mes faiblesses lorsque j'ai fait une auto-mise en question. Ok. C'est bien ça, non, Saïd? Saïd, tu nous confirmes cela? Ok, bon, en fait, si c'est cela, euh, oui, ok, d'accord, ok. Écoute, Saïd, si tu as dépassé cette étape de force et faiblesse, je pense bien, et tu ne devras pas attendre, ok? Tu ne devras pas attendre de te remettre à niveau avant de commencer. Pourquoi je dis ça? Parce que tu sais, maintenant, tu sais c'est quoi le problème pour toi. Tu sais que, bon, je suis pas assez bon dans ça, il faut que je remonte ça rapidement et je dois travailler mieux sur ça. Et voilà ce que je propose de mieux à chaque fois. Donc, peut-être que toi, par exemple, tu es un développeur, un 3D artiste, par exemple. Je suis pas très bon en rendu 3D, mais je fais de très belles modélisations. Je prends un exemple comme ça, banal. Une fois que tu sais ça, il faut te lancer en commençant à travailler, en commençant à développer ton image, mais sur ce que tu sais mieux le faire dans tout ce que tu fais, tout en travaillant sur ce que tu ne sais pas faire en fait. Là, tu sais c'est quoi ton problème. Et si tu sais c'est quoi ton problème, c'est simple. Tu vas travailler ça, mais
dans le noir. C'est-à-dire que quand il est dans le noir, je veux dire derrière. C'est-à-dire que pendant que tu te lances, il y a des éléments que tu prends en compte à chaque fois. Tu apprends en te lançant, en fait. Il ne faut pas attendre d'être prêt pour te lancer. Parce que moi, je suis en train de parler, je ne sais pas, j'ai plein de lacunes, en fait. Il y a plein de trucs que je ne maîtrise pas, il y a plein de trucs que je ne sais pas correctement faire, il y a plein de choses que je suis en train d'apprendre, malgré que je propose des services aux clients. Et c'est ça qui est le design. Tout, tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas savoir tout ce que tu dois savoir. Mais tu dois savoir là, euh, là maintenant, à cette étape-là, qu'est-ce que tu peux fournir aujourd'hui aux gens. Et puis tu peux être sûr de travailler ça correctement. Une fois que tu sais ça, tu réfléchis aussi à ce que tu ne sais pas faire. Ah ok, bon, ça aussi, je ne sais pas faire. Donc pendant ce temps, pendant que je travaille, tu présentes les autres choses au client. Ça te donne le temps de réfléchir à d'autres éléments et tu les prends en compte avec le temps. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il ne faut pas attendre les éléments pour... faut pas attendre de te mettre à jour. Parce que te mettre à jour, ça, c'est un travail perpétuel. À chaque fois, tu dois apprendre à maîtriser certains éléments, tu dois te remettre à jour face à certains types, même ce que tu crois que tu connais. Avec le temps, tu vas savoir que tu ne connais pas ça vraiment correctement. Mais ça ne t'empêche pas de te lancer et de passer à l'étape numéro 2, qui est définir ses objectifs et se relancer sur le marché. Ok, super ça. La prochaine. Ok, cool. On va passer à la question suivante. Il y a Naël qui aimerait Combien savoir. d'expérience? Samuel? Oui, alors je suis là, je t'écoute. Super. Donc, Naël aimerait savoir, d'après toi, comment faut-il procéder pour construire un style personnel? Ok. Je ne sais pas si vous connaissez les mouvements en design graphique. Je sais que vous connaissez ça très bien même. Et je pense que c'est ça il faut s'appuyer. Quand tu regardes une affiche, qu'est-ce que tu aimes faire le plus? Dans ta création visuelle, il y a des choses qui reviennent à chaque fois. À chaque fois, il y a une manière de faire, une manière de placer une typographie que tu aimes bien faire. Il y a une manière de placer les couleurs, il y a une manière de jouer avec les teintes, il y a une manière de faire des retouches. Là, je parle de manière vraiment très simple. Pour définir ton style, tu dois savoir à quel mouvement tu appartiens. Il y a des subliminalistes, il y a des minimalistes, il y a des gars qui sont mi-subliminalistes, mi-minimalistes, il y a des gars qui sont franchement abstraits, ils aiment faire des trucs franchement, avec beaucoup d'éléments dans la composition qui portent à l'intrigue. Cette étape-là, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu aimes bien utiliser dans tes compositions. Moi, ce que je sais, c'est que j'adore travailler de manière très simple. C'est-à-dire que je suis beaucoup minimaliste. J'aime pas compliquer les choses. Comme le demande fait une créa, je place la typographie, je place les couleurs, et puis je commence à réfléchir à comment je peux placer tel élément, et comment je peux jouer avec les couleurs pour que ça fasse tel effet visuel. Une fois que je suis arrivé à là, je m'arrête volontairement. Donc depuis là, j'ai compris que en fait, moi, j'aimais beaucoup les choses très simples et puis très flat. C'est depuis là que j'ai construit mon style personnel. Maintenant, je ne sais pas si le style personnel dont je t'ai parlé, c'est la même chose, mais si c'est ça, ok, c'était de là que tu dois construire ta manière de te lancer. Maintenant, il y a un autre style aussi qu'il faut parler, c'est ta manière de t'exprimer, ta manière de proposer, de partager des éléments à ta communauté. Aujourd'hui, moi, je parle de l'esprit que, d'abord à l'école, pour mieux comprendre cet élément-là, à l'école, je n'étais pas très brillant parce que j'aimais pas le système scolaire et puis tout ce qu'on nous apprenait là-bas, les mathématiques, le français, l'anglais, tout ça, parce que je ne trouvais pas l'utilité. Et je disais ça clairement, c'est que si tu ne me dis pas pourquoi je dois apprendre ça, je ne sais pas pourquoi je vais apprendre. Moi, il y a un truc que j'aime faire, j'aime dessiner. Pourquoi on ne dessine pas tout le temps en fait? Et c'est après, en grandissant, que j'ai compris en fait qu'on ne peut pas dessiner et puis sans passer par d'autres étapes de la vie. Et dès que tu comprends cet élément, tu comprends automatiquement comment tu veux qu'on t'enseigne les choses. Et j'ai vu que moi, mon approche, c'est pas une approche académique, c'est une approche très conviviale, très familière, mais très courante. C'est-à-dire que si je dois te parler de quelque chose, je te parle de la manière la plus simple possible. En jouant sur les mots, en te faisant rire ou bien en utilisant un langage familier, tout ça. Donc, c'est depuis là que j'ai décidé de communiquer sur Internet. Donc,
en laissant tous les aspects sophistiqués de la langue, en parlant clairement aux gens, faire des posts souvent avec des trucs rigolos ou bien avec des trucs un peu pour créer la nuance. Avec, en tout cas, des trucs pour montrer que me rapproche d'eux, quoi. C'est comme si on est en train de parler en tant que des amis. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est depuis là que j'ai commencé à construire mon style. Mon style, c'est basé sur moi-même, sur tout ce que je fais. Donc, après cette analyse, automatiquement, tu sais ce que tu peux, comment tu dois aborder, mais comment tu dois te présenter face aux gens. Et il ne faut jamais changer. Il ne faut pas copier ce que les autres font. Il y a des gens qui ont essayé de faire de ma manière, ils ont essayé de faire comment je fais les posts, comment je fais les posts pour reproduire, par exemple. Donc, ils ont essayé ça, ils ont dit que, bon, en fait, ça passe pas trop. J'ai dit, mais lui, en fait, est-ce que c'est comme ça que tu veux parler à ta cible? Et puis, c'est qui ta cible d'abord, même? D'abord. Il faut voir tous ces paramètres avant de te prononcer. Mais ce que je peux dire, c'est là que il faut fouiller. Comment, comment tu crois les choses? Tu es plutôt académique, tu es plutôt euh, ouvert, mais tu es plutôt extraverti. Comment tu vois? Et puis, comment tu peux retransmettre ça dans le graphisme? Et, et dans ta manière de travailler, dans ta manière de présenter des projets aux clients, qu'est-ce que tu aimes faire? Et qu'est-ce qui te plaît dans tout ce que tu fais? Parce que tu fais plein de trucs cool, mais qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais? C'est ce qui te plaît dans ce que tu fais que tu dois montrer aux gens. Parce qu'il ne faut pas faire un truc que tu n'aimes pas aussi. Parce que si tu fais un truc que tu n'aimes pas, tu ne vas pas continuer sur le long terme. Donc, c'est élément à prendre en compte. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Nathanaël. Ok, d'accord. On va continuer. Là maintenant, il y a ISM. Donc, bon, il te demande à savoir combien d'années d'expérience tu as. Et il veut aussi savoir si un UX, UI designer peut se lancer après juste un an. Ok. Le nombre d'expériences que j'ai dans le UX UI, j'ai 2 ans d'expérience. Juste 2 ans. Je ne suis même pas encore quelqu'un de assez fort même. Je peux le dire ainsi. Maintenant, la deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut se lancer après un an, ça dépend. Je viens de dire que j'ai 2 ans d'expérience. En fait, j'explique. Ça dépend de comment tu apprends. Comment tu apprends le métier. Vous savez, pourquoi le personal branding est très important? Parce qu'en fait, la valeur ne va pas dépendre du nombre d'expériences. Jamais de la vie. Elle va dépendre de combien de fois tu apportes une solution. Et puis la solution est effective sur le marché, ça fonctionne. Si la solution fonctionne, ça veut dire que tu fais du bon travail. 15 ans d'expérience, c'est bien. Ça veut dire que tu vas comprendre les choses très rapidement, tu vas apporter des solutions très rapides. Mais ça ne change rien au fait qu'un débutant peut apporter des solutions qu'un expert ne va pas forcément comprendre là maintenant au premier instant. Donc c'est pour ça que si tu crois que tu commences à avoir les bonnes les aptitudes dans dans la compétence, excusez-moi, dans la compétence liée au UX UI, si tu commences à avoir les bonnes aptitudes, tu es capable de gérer un projet du début jusqu'à la fin. Tu comprends toutes les étapes du processus. Il y a un élément aussi qui est très important, le process. Est-ce que tu comprends le process? Est-ce que tu sais comment on quitte d'un élément A par exemple à l'élément de fin? Est-ce que tu as déjà essayé ça? Un projet test. Genre, tu peux prendre un projet fictif, voilà. Tu prends un projet fictif et tu t'essayes sur ça. Tu passes de l'étape A jusqu'à l'étape Z. Et arrivé à l'étape Z, tu fais un bilan toi-même là, à chaud, là, tu fais un bilan, tu réfléchis sur comment tu as travaillé, tu vois un peu comment ça se fonctionne et tu présentes ça aux gens, à des professionnels. Comment vous voyez ma démarche? Et si tu commences si on te fait des bons points positifs sur ta démarche et qu'ils apprécient ce que tu fais, tu peux commencer à monnayer, mettre ton talent auprès des clients. Parce que, en fait, c'est en travaillant que tu vas apprendre. Tu ne vas pas devenir fort, tu venir proposer ça aux gens. Non. On te donne un projet, tu réfléchis sur le projet, tu passes des nuits blanches, tu essaies de comprendre le concept, tu t'efforces pour que tu puisses rapidement emmagasiner les informations et puis produire quelque chose de potable. Donc, c'est là que tu vas devenir très, très fort. Donc, je pense que là, pour répondre très court, si tu vois que tu as des aptitudes et après des projets réalisés, si tu es satisfait et que les gens à qui tu montres trouvent du bon travail dans ce que tu fais, automatiquement, tu te lances. Il ne faut même pas attendre de te lancer. Propose tes projets aux clients. Et puis, travaille avec eux, puis va jusqu'à la fin. Donc, voilà. Pour toi, ISM, j'espère qu'ils vont répondre à ta question. Ok, donc là, je pense qu'on va passer à Wilfried.
Donc, Wilfried aimerait savoir. Donc, il prend le contexte d'un graphiste qui est. Ok, un graphiste qui a une agence de communication et qui offre des services graphiques. Comment va-t-il travailler son personal branding sans pour autant heurter la sensibilité de l'entreprise dans laquelle il est graphiste? Ok, Ok. donc, on prend quelqu'un qui est graphiste et qui bosse en agence et lui-même, il offre de temps en temps des services en freelance. Donc, comment est-ce qu'il fait du personal branding sans pour autant agir sur le branding de la boîte dans laquelle il travaille? Ok, déjà ça c'est un truc un peu très sensible. Je sais pas, d'abord pour commencer, la première chose qu'il faut savoir, est-ce que dans ton contrat, tu as la possibilité de travailler avec une autre entreprise, avec d'autres entreprises en tant que prestataire, freelance? Et puis, est-ce que ces prestations sont acceptées? S'il n'y a pas de clause qui te condamne, on va passer à la deuxième étape. Donc, d'abord, regarde cette étape d'abord pour voir si tu as la possibilité de faire ça, de travailler en freelance avec d'autres entreprises. Et puis, est-ce qu'il y a aucune clause qui te condamne? S'il n'y a pas ça, c'est top. On passe à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 est est-ce que tu peux faire du personal branding sans inventer la sensibilité de l'entreprise dans laquelle il est le graphiste? Je pense que, écoute, il s'agira de proposer ce que tu fais. Moi, je sais que quand tu signes un contrat avec une entreprise, il y a une clause qui signifie que tu ne dois pas faire sortir leurs travaux sans autorisation, bien sans lettre écrite explicite de la part du dirigeant, mais de la part de ton supérieur. Tant que ce n'est pas ça le problème, tant que tu ne fais pas ça, tu ne prends pas le travail pour aller présenter et t'octroyer le mérite, il n'y a pas de souci. Tu peux travailler sur les réseaux sociaux, tu peux commencer à déployer commencer ta communication sur les réseaux sociaux sans affecter qui que ce soit. Parce que lorsque tu vas te lancer sur les réseaux sociaux, tu vas commencer à parler de design, tu vas commencer à présenter les travaux que tu as déjà réalisés, des travaux qui ne sont pas forcément liés à l'agence ou bien sur lesquels on ne te demandera pas des droits. Et aucune entreprise va venir te dire, mais pourquoi tu fais ça? C'est contre le contrat, mais c'est dangereux, ou bien on peut te poursuivre en justice. Non, pas du tout, parce que tu pourras facilement présenter ce que tu fais, parce que rien ne t'oblige, je vais t'expliquer ça, rien ne t'oppresse pour te lancer. Donc, toi, c'est jouer dans le niveau du contrat. Et à partir de là, comment il faut se lancer sans heurter le branding de l'entreprise, c'est que toi, tu ne seras plus l'employé, en fait. Aux yeux de ta communauté, tu ne seras pas l'employé de Vaudou de communication ou bien l'employé de Macan. Tu seras juste Wilfried qui fait des créations graphiques et qui parle de design sur Internet et qui propose ses services partout, à tout le monde. Donc, tu ne travailleras pas avec le nom de l'entreprise. C'est ce qu'il faut éviter. Il faut travailler juste avec toi-même, ton nom, ta propre personne, en fait, en proposant tes services. Et même si je peux te conseiller un truc, c'est d'enlever employé chez temps lorsque tu te lances. Ça peut figurer sur ton profil parcours, mais juste en haut, en tête, là, je ne trouve pas ça très, très super de le faire. Parce que si tu fais ça, tu vas lier l'entreprise à ce que tu es en train de reproduire sur Internet. Il va de leur image. Donc, si tu fais vraiment quelque chose qui n'a pas lieu d'être, automatiquement, ça peut créer des problèmes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Wilfried? Tu peux me faire un retour au cas où je n'ai pas bien saisi. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Il y a Saïd qui revient. Donc, il demande si, selon toi, un DA, un directeur artistique, doit-il obligatoirement avoir des petites connaissances dans chaque domaine de l'art? Et par art, il parle de graphisme, 3D, illustration, etc. Euh, D'abord, c'est obligatoire. C'est obligatoire d'avoir des connaissances basiques, très basiques. Tu sais comment ça fonctionne en 3D. Quand tu sais comment ça fonctionne en 3D, tu n'es pas un expert. Mais tu sais au moins quel logiciel il utilise, tu connais son process pour arriver d'une étape à l'autre étape et comment il faut rendre le projet pour que
tel autre gars de ton équipe puisse ressauter dessus pour pouvoir produire quelque chose. En tout cas, tu connais le cheminement de tous ces éléments-là. Parce que c'est très, très important. Si tu dois manager une équipe de créatifs. Je me rappelle quand j'étais en agence, une agence de communication au Bokomoy, et j'avais presque tous ces départements-là sous la main. Donc, je sais plus ou moins où l'artiste 3D doit arriver. Quand on a une campagne de publicité à faire, moi, d'abord, je prends une feuille et puis un stylo, puis je dessine sur la feuille ce que je souhaite rechercher dans la composition graphique. Et j'appelle toute l'équipe. Puis je dis, bon, toi, par exemple, tu vas modéliser la boîte là, tu vas modéliser le packaging et la boîte dans telle forme. Puis toi, tu vas faire le shooting de telle manière. Je veux que tu utilises telle lumière dans tel contexte. Je veux que tu fasses ceci ou cela sur tel fond. Voilà, voilà, voilà. Le graphiste doit faire implémenter. Toi, tu dois t'occuper de faire ceci ou cela. Je veux que ça respecte telle règle, telle règle. En fait, tu dois savoir tous ces éléments pour mieux diriger ton équipe. Même si c'est pas obligatoire je veux dire, ça ne s'apprend pas à l'école en fait. C'est des choses que tu peux apprendre sur Internet. Hein. Et puis au-delà de ça, le plus important, c'est de savoir manager. Donc, c'est pas juste connaître ces compétences-là, c'est apprendre à les manager. Donc, si tu as ces deux éléments dans ta possession, automatiquement, tu peux exercer en tant que directeur artistique. Tu peux proposer en tant que directeur artistique sans qu'il y ait des soucis. Donc, il ne faut pas oublier cela. Il faut avoir des petites connaissances quand même dans les domaines. Il faut avoir des connaissances. Voilà. Et il y a ISM qui revient et qui aimerait savoir comment est-ce que tu choisis tes thématiques lorsque tu dois faire des publications sur LinkedIn, je pense. Bon, là, ce que je fais, j'évite de ne pas me tromper. Vous savez, comme j'ai signifié là, dans mes objectifs, je sais ce que je veux atteindre. Et par rapport à ce que je veux atteindre, je sais ce qui je suis déjà. Donc, quand je reviens sur le thème, dans la première étape, on s'analyse et puis on essaie de savoir quelles sont nos forces. Tu peux dire que, bon, moi je prends un exemple, je suis Saïd Oumi, je suis ISM, et puis je suis Brand Identity Designer. Donc, à partir de là, si c'est ce que tu comptes proposer comme service aux gens, tu dois que parler dans ce domaine-là pour être sûr que derrière, tes objectifs seront respectés. Si ton objectif, c'est de gagner de nouveaux clients, donc tous tes postes doivent être dans ce secteur-là. Donc, imagine, tu prends un thème, par exemple, moi, comment je fais? Je parle de Brand Identity et puis de UX/UI. Même si le UX/UI, je ne peux pas commencer franchement à parler de ça. Je parle de Brand Identity. Donc, je parle de logo, je parle de chartes graphiques, je parle de composition, design. Et en parlant de cela, automatiquement, un peu pêle-mêle, hein, je prends les sujets qui sont dans ce domaine, même dans cet aspect du design. Là, puis quand je les fais sortir, à force de parler de ces sujets-là, les clients, ils écoutent ça et ça répond à ce qu'ils recherchent en fait. Ils veulent écouter, ils veulent savoir comment ça fonctionne, les logos, tout ça. Donc, ça répond à ce qu'ils cherchent. Donc, derrière ça, ils viennent t'écrire à même temps pour te dire, ah, super, ce que tu as fait par rapport à tant les logos là. Moi-même, je suis en train de penser à refaire mon logo. Qu'est-ce que tu penses de ce logo que j'ai déjà fait? Ou bien, est-ce que tu crois qu'on doit améliorer de telle manière? Automatiquement, il y a une relation qui se crée. Mais imagine-toi que tu es un designer brand identity et que tu commences à parler de marketing et puis de médecine. Automatiquement, tu ne vas pas résoudre les problèmes qui sont liés à ta communauté. Donc, c'est un peu ça que je fais. Donc, je rentre dans mon domaine et je choisis les éléments sur lesquels j'ai envie de rebondir. Maintenant, est-ce que tu es en train de me demander si ça se fait de manière très carrée? Non, j'ai telle thématique à parler, telle thématique, non, je dois pas telle thématique. Non, je le fais au feeling, mais je suis un peu dans tout ce que je fais. Et moi, je te conseillerais, voilà, de ne pas tout établir. Hein, de ne pas tout établir, parce que si tu établis tout, tu ne pourras pas rebondir sur des faits lorsqu'il y a... Parce que, en fait, moi, je peux parler de logo,
en voyant l'atmosphère qui se passe, en fait, mais en voyant le retour de certaines personnes, même de ma communauté sur un élément bien précis. Et donc, il voit que tout le monde est beaucoup réceptif à ce message-là, de cette période-là, où c'est cette période, il faut parler de ça. Automatiquement, je bondis sur le fait, puis je commence à rédiger sur cette thématique. Donc, voilà, il faut être flexible. Et il ne faut pas vraiment trop préparer les choses. Sinon, finalement, tu vas perdre un fil. Le fil d'être vraiment très spontané dans ce que tu fais. Donc, moi, c'est ce que je te conseillerais. Mais il y a d'autres personnes qui sont vraiment carrées. Eux, ils ne peuvent pas tout à l'avance jusqu'à la fin de l'année, quoi. Donc, il faut choisir. J'espère que Ok, j'ai répondu à ta question. oui, oui, Samuel. Bon, moi aussi, j'ai une toute petite question. Donc, en termes de chiffres, en fait, tu es actuellement aux environs de 10 000 abonnés, c'est bien ça, hein? Un peu plus. Je crois que c'est 11 200. 11 200 abonnés, d'accord. Ouais. Donc, dans ton expérience à toi, ça t'a pris combien de temps pour atteindre J'ai commencé en janvier. ce nombre-là? Voilà, j'ai commencé en janvier. Tu as commencé en janvier. J'ai commencé en janvier. J'ai commencé le 7 janvier, je pense bien, entre le 16 et le 12 janvier. Et j'avais 300 abonnés qui me suivaient. Donc, si on doit calculer jusqu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans environ de 7 mois qu'on a utilisé, que j'ai utilisé pour communiquer. Le grand secret de tout ça, euh, c'est continuer à taper fort. Genre, il ne faut pas arrêter en fait de poster et de produire. Si ça plaît à 10 personnes, ce que tu fais, il faut continuer. Continue jusqu'à ce que tu arrives à la fin, il ne faut pas arrêter. Et il y a des gens qui vont commencer. Je prenais l'exemple de quelqu'un, je pense qu'il y a euh, il s'appelle Hans quelque chose, je ne sais plus, qui a commencé il y a une semaine. Et automatiquement, il a captivé l'attention de beaucoup de personnes. Et moi, j'étais content de voir ça parce que rapidement, il a captivé l'attention de beaucoup de gens sur LinkedIn. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais il y a d'autres aussi qui se lancent. Il y a zéro personne voilà, franchement, qui réagissent. C'est pas aussi une raison pour arrêter. Donc là, ce que je peux te dire, c'est que si tu décides de te lancer aujourd'hui, ça va te prendre peut-être un mois pour atteindre 10 000 abonnés. Je suis sérieux dans ce que je suis en train de te dire. Parce qu'il y a vu des gars qui n'avaient même pas encore commencé quoi que ce soit. Les mecs qui se sont lancés, ils sont passés à une vitesse pas possible. Ça va dépendre de combien de fois tu comprends en même temps le système. Il y a d'autres, c'est très difficile pour comprendre. D'autres, c'est très rapide. Donc, il n'y a pas vraiment de dates déterminées. En fait. Je me rappelle qu'il y a une influenceuse, elle est vraiment influenceuse, hein, sur LinkedIn. Elle m'a dit qu'elle elle a commencé, elle a 19 000 abonnés, ouais, followers. Et elle a commencé en 2016, LinkedIn, je sais plus, 2017 ou même 2016, LinkedIn. Et aujourd'hui, elle a atteint ses 18 000 abonnés, alors que moi, j'ai fait ça en 6 mois. Et c'est ce que je dis, en fait, ça dépend. Ça dépend. Peut-être qu'il y a une thématique que tu vas aborder que tout le monde attend. Par exemple, la thématique des UX UI designers, il y a beaucoup qui ne le font pas. Et si tu commences à parler de ça, oh, c'est chaud. Les gens vont sauter, ils vont commencer à aimer, quoi. Ceux qui aiment ça vont te suivre. Et tu pourras développer ce que tu peux développer. Je ne sais pas si je t'ai répondu à toi. Oui, oui, tout à fait. Et toujours ça, quand tu vois en fait l'avancée de à peu près 0 abonné à 10 000 abonnés, est-ce que tu as senti un impact direct sur le nombre de leads ou de potentiels clients en fait qui viennent vers toi? Est-ce que tu as senti une différence entre cette année 2020 par exemple et le deuxième semestre de 2019 en termes de combien de clients viennent vers toi? En fait, je vais essayer de comptabiliser. J'ai dit ça l'autre fois. Si je n'ai pas eu de clients, chaque mois, il y a eu au moins 10 clients sérieux qui sont engagés, en fait. Donc, chaque mois, je me retrouve avec 10 clients et je suis obligé de dire à des clients que je ne peux pas résoudre, je peux pas travailler pour vous. Est-ce que vous pouvez attendre le mois qui suit? C'est pour vous te dire combien de fois derrière, ça crée un truc de ouf, en fait. Et, et si j'arrive à dire à des clients de se calmer, c'est parce que je ne peux pas régler ça moi seul. C'est pas ça se comprend. Donc, en fait, tous les designers que je vois là doivent se lancer pour pouvoir répondre aux besoins. Il y a des besoins vraiment sur le marché. Donc,
en termes d'argent, même si tu as voulu parler de ça, ça se passe super. Ça dit que franchement, tu ne peux pas rêver mieux, quoi. Genre, tu es libre de travailler avec qui tu veux, tu es libre de fixer les prix que tu veux. Je ne dis pas ça dans le but de tuer les clients, mais je veux te dire que tu es libre d'être rémunéré à la juste valeur de tous tes efforts. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, franchement, il y a un bon input derrière, quoi. Il y a un bon input derrière. Est-ce que je t'ai répondu? D'accord, donc oui, oui, tout à fait. Et j'espère que cette réponse va servir à tout le reste. Ensuite, peut-être pour la dernière question, parce que là, on est en train déjà de nous rapprocher de la fin. Il y a Wilfried qui revient et il libelle sa question de cette manière. Pour développer une thématique ou un concept avec usage d'une photo, comment vous vous y prendriez? Je fais beaucoup plus allusion à l'environnement de la photo, le type de personnage, les éléments qui doivent y figurer. Donc, enfin, c'est un peu sa question. Il aimerait savoir si toi, par exemple, tu devrais discuter de l'usage d'une photo, comment est-ce que tu en parlerais? Je suppose que c'est... Comment est-ce que tu en parlerais sur LinkedIn? De l'usage d'une photo. Mais bon, ça, c'est une question vraiment très spéciale. Je ne sais pas si tu veux y répondre là directement. Oui, non, en fait, je n'ai pas bien saisi. L'usage d'une photo, c'est-à-dire, en fait. Je suppose que, je ne sais pas si très bien compris, mais je pense que c'est si tu devrais publier du contenu sur comment utiliser une photo, Ok, ok, comment est-ce que tu t'y prendrais en fait? De quoi tu discuterais? ok, ok. Si je devais parler d'une photo, je ne sais pas si c'est la photo. Est-ce que c'est une photo que j'ai prise moi-même? Parce que si ce n'est pas une photo que j'ai prise moi-même, je ne sais pas ce que je vais dire dessus. Mais là, je sais pas, je pense que, en fait, si franchement j'ai bien compris la question, c'est si tu veux me parler de la manière dont j'explique tout ce que je fais ou bien je décortique les choses que je produis, comme une photo par exemple, en parlant aussi de l'environnement, le personnage. Bon, c'est vrai que j'ai pas vraiment bien compris. Je passe peut-être à sa deuxième question. Il va peut-être donner plus de détails. Donc, dans Oui, sa deuxième question, il veut savoir, après qu'un client a fini de donner des directives à suivre pour la conception de son logo, et il revient à la fin demander d'expliquer le logo, comment est-ce que tu t'y prendrais? Genre, le client a déjà il a donné un brief de base, il a expliqué ce qu'il aimerait, et à la fin, tu as fini le taf, et là, le client te demande des explications par rapport par rapport au logo. ok, ok. En fait, normalement, la base même de tout ça voudrait que lorsque tu finis une conception, tu expliques au client. Donc déjà, il ne faut même pas attendre qu'il te demande même. Hein? Faut même pas attendre qu'il te demande comment est-ce que je vais expliquer. Tu expliques en même temps. Parce qu'en fait, c'est ton explication qui va le pousser à acheter. J'ai discuté de ça sur le LinkedIn et je vais répéter ça ici. Il y a deux choses qu'il faut savoir en design. C'est vrai que nous tous on recherche le waouh. C'est vrai que quand le client voit, c'est qui waouh, je kiffe. Mais moi, je préfère le client qui dit ah. Et après explication, il dit waouh, en fait. Parce que le waouh qu'il dit dans un premier temps, c'est émotionnel. Il a vu quelque chose de beau, les couleurs, la typographie, les formes, il a aimé et tout, waouh. Ça, c'est un waouh qui est basique. C'est un waouh qui est basé sur les émotions. Il n'y a pas de suite. Alors que le design, moi, je considère le design comme un mélange de science et d'art. C'est-à-dire que si déjà tu as aimé le concept, c'est super. Mais il faut que je t'explique pour appuyer ma proposition. Je dis toujours quoi, dans mes débats avec les clients, lorsqu'un client veut un débrief, il doit détruire la première proposition. Donc, j'explique la première proposition avec le maximum d'arguments possible. Pour être sûr que lorsqu'il va commencer à débriefer, franchement, c'est que vraiment j'ai raté un truc. Là, comme ça,
Comme ça, je suis sûr que je dois aller sur une nouvelle base. Mais il y a des débuts qu'il faut vraiment rater. Il faut pas vraiment, tu sais pas vraiment utile de prendre en compte parce que ça dénature toute la création. Donc, ce que je te considérais même, c'est qu'il ne faut même pas attendre que le client même te demande voilà, d'expliquer ta conception. Explique déjà. Et puis, si tu veux savoir comment il faut l'expliquer, ça va dépendre de comment tu as commencé le travail. En termes de logo, par exemple, toutes les formes que tu utilises, ça doit avoir un sens. C'est que, dans mon logo, je vais mettre, c'est un logo je sais pas, de vente d'habits. Donc, je vais utiliser euh, une cintre ou bien quelque chose comme ça dans le style. Donc, si j'utilise une cintre et puis je commence à dessiner la cintre dans un style bien particulier, je dois, quand le client va me demander, explique ta conception, je lui dis que bon, cette forme que tu vois là, ça fait allusion à la cintre. Parce que la cintre, en fait, dans le monde de la lessive, même dans le monde de la chemise, voilà, c'est très important. Comme ça, l'explication est fluide. Parce que le process de base sur lequel tu t'es appuyé pour concevoir est super, non pas super, est correct. Donc, l'erreur de certains graphistes, c'est qu'ils commencent à travailler après, ils réfléchissent maintenant à ce qu'il va dire de faire. Mais si tu commences en réfléchissant déjà au concept que tu vas mettre en place, à la fin, tu auras beaucoup de choses à dire. Et tu ne vas même pas laisser le logo partir sans que tu aies ouvrir ta bouche pour dire ce que tu penses dessus. Donc, c'est un peu ça. Ok, cool. Excusez-moi. T'inquiète pas, ça va. Donc, j'espère que il a eu une réponse à sa question. Donc, on va clôturer le talk dans 5 minutes. Donc, je pense que là, on va probablement prendre la dernière question, celle de Saïd. Bon, j'essaye de lire et je vais essayer de comprendre plus tard. Comment se comporter face à un client qui, dans sa demande, veut savoir, dans sa demande, veut faire une créa que tu sais très bien qu'elle sera moche à la fin, après même lui avoir expliqué le pourquoi et le comment. Selon toi, tu le zappes ou pas? Donc, globalement, Ok. le client est venu, il a un brief et la manière dont son brief est tellement détaillé que tu sais que à la fin, le résultat ne sera pas effectif pour son business. Donc, lui, tu as essayé de lui expliquer pourquoi et comment et il ne comprend toujours pas. Je pense que c'est ça. Est-ce que tu le zappes ou pas? Ok. En fait, pour pouvoir démonter euh, une œuvre, la pensée d'un client, il faut la mettre à l'épreuve. En fait. Donc, ce que tu dois faire là, c'est de faire sa créa, comme il l'a dit textuellement, et faire une créa que tu juges, toi, au top, et puis tu lui envoies les deux créas, et puis tu fais passer ça par comment ça, tu mets ça à l'épreuve, en fait. Tu dis, voilà ce que tu as demandé de faire. Voilà ce que moi, je voulais faire. Et tu expliques pourquoi toi, tu voulais faire ça. Et puis lui, il a sa créa devant lui. Et il a la créa que toi, tu envisages, que tu souhaites être la meilleure. Quoi. Puis maintenant, en voyant ça automatiquement, si c'est un client qui a l'œil et qui est vraiment à l'écoute, il va valider ta créa. Mais dans le cas contraire, il va rester entêté dans ce qu'il veut. Donc, si franchement, il pas tous les moyens, c'est ce qu'il veut faire, ouais, voilà, tu peux rien faire. Il va valider ce qu'il a dit de faire et puis il va te faire payer ça. Et puis bon, voilà. C'est comme ça qu'il faut le faire en fait. Parce que notre rôle en tant que designer, on est des conseillers. On n'est pas des. On ne peut pas imposer à un client de faire quoi que ce soit. On se limite au conseil. Tu veux faire ceci, moi je te conseille cela. Mais si tu insistes sur ce que tu fais, malgré tout ce que j'ai dit, je ne peux que l'accepter. C'est toi le roi. Donc c'est un peu ça. D'accord. Merci encore beaucoup, Samuel. Je pense qu'on a parcouru toutes les questions. Si jamais j'ai oublié une question, vous pouvez toujours me le rappeler dans les conversations. Je suis en train de lire. Et oui, Samuel, encore une Ouais, fois, merci aussi à vous. merci beaucoup. Euh, Merci beaucoup à toute l'équipe. merci d'avoir pris ton temps si précieux que tu aurais pu consacrer à tes clients et à ton argent. Merci de l'avoir passé avec nous. C'est Merci. très, très ravi. Non, Et quels seraient tes mots de fin pour conclure la séance?
Je je veux voir beaucoup, je veux voir vous tous en fait. Quand je dis vous tous, c'est tous ceux qui veulent se lancer sur LinkedIn. Je veux vous voir parce que en fait, c'est un réseau très super. Je veux que vous fassiez des carousels, je veux que vous parlez de design, je veux que vous apportez beaucoup de choses pour qu'on puisse créer une grosse communauté et relever le design. Et je suis content même de l'initiative que fait Creative Circle. Et à chaque fois, je vais commencer à partager tout ce que vous faites parce que si on veut avoir plus de valeur dans le marché, comme, comme ont les marketistes, comme ont les financiers, tous ceux qui sont dans certains domaines, là, il faut que nous soyons là en train de parler de ça, embrouiller les gens sur ça, et puis voilà, relever ça. Et je vois aujourd'hui aux États-Unis avec la communauté Future qui fait un travail de ouf. Donc aux États-Unis, quand on parle de design, franchement, il n'y a rien à dire. Quand aux États-Unis, au Canada, en fait, quand on parle de design aussi, ça touche même tous les pays, en fait. Et si ça en Afrique, on a la possibilité de le faire grâce à Quartier, c'est comme aussi, grâce à nous-mêmes qui influons LinkedIn, beaucoup de personnes, on va arriver à faire aimer notre métier par tout le monde et on va donner de la valeur. Et si le métier a de la valeur, on a de la valeur. Si on a de la valeur, on a la reconnaissance qu'il faut derrière, on pourra vivre aisément de sa passion, au même titre que n'importe qui dans le monde. Donc voilà, c'est mon mot de fin et j'espère que ça va se faire en fait. Ouais. On va veiller, on va travailler à ce que ça arrive. Samuel, encore une fois, merci énormément. Oui, merci beaucoup à vous aussi. Passez tous une bonne soirée, une bonne fin de week-end et prenez soin de vous, restez créatifs, prenez soin de votre santé et buvez beaucoup d'eau, c'est bon pour la santé.